Voyage en récit. Aïcha. Alain Gabriel. Nous allons parler aujourd'hui d'une poète, une finistérienne, née en 1925, morte il y a quelques années, donc en 2018, dont vous retracez quelque part la vie, l'œuvre, dans un livre intitulé « Soit du feu sur l'étoffe du ciel » aux éditions Calligramme, Bernard Guillemot. Sous-titre « Une vie d'Émilienne Kerrouas », parce que c'est d'elle dont nous allons parler dans cette émission de Voyage en récit. Donc avec vous, tous les deux, Alain Gabriel Monod, nous avons déjà pu réaliser une émission ensemble, et Aïcha du Poids de Guitare, donc photographe. Ce livre est, j'allais dire coécrit, mais en fait il est écrit et photographié, illustré par vos soins. Vous aviez déjà travaillé dans un livre illustré à deux mains, si je puis dire, avec frère Gilles Baudry de l'Abbaye de Landévennec. Pour lancer peut-être notre conversation au sujet donc de cette poète, Émilienne Kerrouas, eh bien je vous propose peut-être de la citer justement. Vous faites revivre son propos dans le passage suivant. Il est question d'aventure. Et vous dites, page 38, « Émilienne Kerrouas cultive et cultivera toujours le goût de l'impalpable. Comme se répandent dans la plaine les eaux échappées du barrage effondré, les poèmes de son premier recueil s'imposent immédiatement par la justesse de leur langue fervente. » Et vous la citez, « La poésie est pour moi une respiration. J'écris pour arracher à un monde stagnant des images qui seront miennes. C'est là une conquête, une lutte, et j'aime posséder et redonner ensuite aux êtres et aux choses le battement de la liberté. J'aime être habité ainsi et ne vis bien qu'avec cette présence mystérieuse que je saisis ou qui m'échappe. » Alors peut-être pouvons-nous commencer, Alain Gabriel, par pourquoi cette citation, même si je puis dire qu'elle me semble couler de source, mais il y a peut-être d'autres raisons. Émilienne Kerrouas était avant tout une poète et une femme éprise de liberté. J'ai placé une autre citation dans ce livre qui nous vient d'André Breton, qui est cette citation très courte, presque lapidaire, « Liberté couleur d'homme ». Et Breton veut dire par là, eh bien, qu'il n'y a rien justement qui sépare l'homme de sa liberté. Ce qui est vrai pour l'homme au sens de l'humanité, il est vrai sans doute dans l'idée de Breton pour le principe masculin, était très vrai pour le principe féminin qu'incarnait de manière souveraine Émilienne Kerrouas. C'était une femme étonnamment libre, c'était une dame qui jamais ne cédait devant ce qu'on peut appeler les potentats locaux ou plus éloignés. Elle riait de son indiscipline et disait « Je suis une vieille dame indigne », mais cette indignité n'était qu'une manière justement d'être profondément libre. Parce qu'il faut quand même préciser que vous l'avez bien connue, personnellement. Oui, j'ai eu cette chance. Émilienne Kerrouas a donc eu une longue vie. Elle aspirait à devenir centenaire et à 90 ans, elle était encore en très belle forme. Et puis les années qui ont suivi sa 90e année ont été plus difficiles. Donc elle a disparu donc à la fin de l'année 2018. Elle avait 93 ans et demi. Sa vie a été longue, sa vie a été extrêmement belle, sa vie a été très habitée, sa vie a s'il y avait un seul adjectif peut-être pour résumer cette vie, je dirais que c'était une vie fervente. Une vie vraiment où tout était d'une certaine manière émerveillement, enchantement. Non pas qu'elle n'ait pas eu sa part de drame, sa part de deuil, elle a eu autour d'elle beaucoup de malheurs, comme beaucoup d'entre nous. Peu avant sa disparition, sa dernière fille, est morte. Ce drame essentiel a probablement hâté d'ailleurs sa fin, et avant cela, elle avait connu, comme chacun, donc des disparitions, des décès. Mais c'était toujours chez elle la flamme de la vie qui l'emportait sur les pires drames. Et Aïcha, quand on lit cette citation, évidemment les mots sont très forts. Elle parle donc de respiration, de battement de la liberté, présence mystérieuse. Est-ce que la connaissance, la proximité que vous avez peut-être pu avoir à connaître cette poète vous a permis, vous a guidé pour réaliser les photographies que nous avons la chance de contempler dans cet ouvrage? Ces mots m'ont à la fois guidée et en même temps m'ont permis de me retrouver en elle. Je l'ai découverte à travers ses poèmes, à travers ce que Alain Gabriel
m'a raconté, et puis d'autres témoignages parce que elle a marqué beaucoup de personnes sur le territoire. Donc je me suis imprégnée de tout ça et finalement ces mots sont entrés en moi et sont devenus une évidence parce que je ressens également ce besoin de liberté, ce besoin d'ensauvagement et j'éprouve beaucoup d'émotions dans les paysages qui ont inspiré Émilienne justement. Donc tout a été une évidence et c'est une chance parce que voilà, j'allais vraiment à tâtons à la découverte. Et finalement, que ce soit la photographie ou la poésie écrite, tout est poème. Donc c'est juste l'outil qui change et donc voilà, j'ai continué dans cette quête de choses invisibles que je souhaitais dévoiler à travers mon objectif, qu'elle révélait avec ses mots. Et là, finalement, ma démarche est devenue la même. Et on peut naturellement vous remercier de nous faire participer par l'image au parcours qu'a vécu Émilienne Carroisse. Évidemment, on peut penser à Saint-Cadou, on peut penser à Daoulas, donc il y a des images, il y a des photos des Monts d'Arrée, il y a des photos du fond de Rade, il y a des photos de Landévennec, il y a différents comme ça lieux emblématiques, si je puis dire, du Finistère. Il me semble qu'il y a aussi des plages du côté de Brignogan, Finistère Nord. Est-ce que ce travail vous a permis à tous les deux à la fois peut-être de redécouvrir ce que l'on prétend toujours connaître dans ce Finistère qu'on connaît bien, et donc de redécouvrir quelque part une beauté à laquelle invitait Émilienne Carroisse? Oui, très profondément. Alors pour moi qui suis finistérien de naissance et qui y vit encore aujourd'hui, ces lieux n'étaient pas inconnus, mais pour autant, la manière qu'avait Émilienne d'en parler, de les célébrer, que ce soit par sa poésie sous forme de recueil ou que ce soit par sa parole quotidienne, donnait envie de retourner sur ces lieux, de les approfondir. Je connaissais pour ma part bien les plages effectivement de cette belle côte nord du Finistère, du côté de Brignogan et de Kerlouan, qu'Émilienne véritablement placée pratiquement au-dessus de tout en matière de paysage littoral. Je connaissais un petit peu aussi les Monts d'Arrée, auxquels elle accordait une attention extrêmement scrupuleuse, qu'elle aimait très profondément. Je connaissais moins le domaine sylvestre, notamment la forêt du Cranou, qui était dans ce qu'on peut appeler la partie de sa vie où elle n'était plus directrice d'école, mais où elle était devenue donc retraitée. C'était depuis le Fou, où elle résidait donc jusqu'à la forêt du Cranou, il n'y a qu'une poignée de kilomètres, et c'était pratiquement pour elle en semaine une promenade quotidienne avec l'une de ses amis qui la véhiculait puisque Émilienne ne conduisait pas. Aïcha? Je connaissais effectivement moi aussi ces lieux, mais le fait d'y retourner en pensant à elle, d'aller sur ses pas, je les redécouvrais d'une autre manière. Alors que je m'imaginais à sa place, en train d'emprunter certains chemins, certaines crêtes. Je repensais à ces moments incroyables où elle a serpenté sur les montagnes au-dessus de Saint-Cadou dans les années 50, seule. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui se promenaient seules, juste pour le plaisir de l'émerveillement à l'époque. Donc c'était vraiment d'une densité incroyable. Et finalement, ces paysages me sont apparus d'une autre manière, d'une autre intensité. Et puis aussi une certaine forme d'intimité. Parce que c'était des lieux où elle a vécu, donc elle a cheminé chaque jour, j'imagine. Et puis à différentes heures, à différentes saisons. Donc moi aussi, je suis retournée à différents moments. J'ai dormi sur place, j'ai passé du temps, j'ai erré seule. Et donc j'ai imaginé qu'elle avait vu les mêmes lumières que moi. Et j'ai trouvé ça incroyable en fait, parce que finalement, elle m'accompagnait partout. Ce qui est incroyable, c'est de voir aussi le résultat que vous en tirez dans ce livre. Il y a des photos qui ne laissent pas de marbre. Je pense à certaines lumières sur les roches bleues des montagnes. Alors parcourons un petit peu aussi remontons un petit peu quelques pages. Je vais revenir page 23 de ce livre. Il est écrit, voilà, on apprend déjà qu'elle était institutrice, son mari Jacques Carroisse instituteur. Donc il y a la passion chez eux de la transmission, ce sont des passeurs. Et puis,
Vous écrivez « Lectrice fervente, Émilienne vénère les tragiques grecs, les classiques français, Racine, Hugo, Balzac, Claudel, Bernanos, Malraux et les grands écrivains russes. Plus tard, elle se fascinera à la découverte de Céline, Bataille, Artaud, Blanchot, Sioran, Pavese. Sans oublier les romantiques allemands. Et elle écrit « Je m'indigne qu'à l'école on ne nous les enseignait pas. J'aime les visionnaires. C'est ainsi que je préfère Malraux à Camus, Balzac à Stendhal, Dostoïevski à Tolstoï. » Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit on n'est pas du tout dans le vent de la déconstruction. Elle bâtit son érudition, si j'ose le mot, en tout cas sa passion des lettres, sur les grands auteurs, quoi. C'est vraiment important pour elle, et sans doute pour son mari aussi. Oui, alors ce sont pour elle très profondément des fondations. C'est ça. Émilienne ne rejetait pas du tout la littérature classique, mais pour autant sa passion de la littérature ne s'arrêtait pas du tout là. Je crois qu'il n'y a pas meilleure école, finalement, que de s'être instruit d'abord au classique. Alors il y a chez elle une curiosité venue de l'enfance et de la première adolescence de lectrice fervente. Cette curiosité est ensuite approfondie parce que le hasard de la vie fait qu'elle rencontre 2 professeurs de français qui vont être pour elle des passeurs supplémentaires. L'une s'appelle Madame Stéphan, c'était un professeur connu donc dans la génération d'Émilienne qui préparait les jeunes filles dans ce qu'on appelait à ce moment-là l'école primaire supérieure, les jeunes filles donc qui étaient de milieux modestes, qui étaient de très bonnes élèves mais qui n'avaient pas forcément accès au lycée. Au lieu de travailler tout de suite après l'école donc primaire, le certificat d'études passait par ces lieux d'études un petit peu intermédiaires, et les meilleures d'entre elles donc étaient repérées pour pouvoir entrer à l'école normale d'institutrice. C'était le cas d'Émilienne, donc, qui était extrêmement brillante. Et une fois son succès à l'école normale d'institutrice de Saint-Brieuc, le deuxième hasard fait que la professeure de lettres de l'école normale d'institutrice de Saint-Brieuc est Renée Guilloux, donc, qui est l'épouse de Louis Guilloux, le grand romancier humaniste qui va marquer de son empreinte Saint-Brieuc, donc entre son premier livre publié en 1927 et sa mort en 1980. Donc pendant que Guilloux écrit chez lui, puisqu'il a toujours fait profession d'écriture, sa femme enseigne donc à l'école normale d'institutrice. Elle a vite repéré chez son élève brillante et quelques autres ce goût ardent pour la littérature. Et comme on est en pleine Seconde Guerre mondiale, les élèves de l'école normale vivent, comme dit Émilienne, prisonnières à l'école normale, les Allemands sont en ville, enfin voilà, ce sont des temps très difficiles, c'est ce que Jean Guéhenno appelle les années noires de l'occupation. Guilloux en plus est résistant, donc autant de menaces qui pèsent sur ce foyer. Son épouse donc invite des jeunes filles passionnées de littérature à venir passer des dimanches chez eux. Émilienne se fera une amie de la fille unique du couple Guilloux, qu'elle aimait beaucoup, qu'elle a aimé longtemps dans sa vie, qui était plus jeune qu'elle. Et toute sa vie, elle recevra donc des conseils littéraires de Louis Guilloux, qui dans les années 60, comme je le rapporte ici, lui écrit encore, lui donne des conseils, et avant lui, donc son épouse en tant que professeur de lettres, préparant Émilienne donc au baccalauréat. Il y a beaucoup de parallélisme en fait entre cette éducation littéraire que reçoit chez les Guilloux et Émilienne Kerrouas et ce que peut narrer Mona Ozouf quelques années plus tard, qui est une génération à peine plus proche de nous dans le temps, qui elle-même donc se rend le dimanche donc chez le couple Guilloux. Alors, puisque l'émission est aussi l'occasion de poser une question, je vais la poser peut-être à vous, Alain Gabriel Monod, en tant que professeur de lettres. Quand il est écrit, vous écrivez une citation encore d'elle, hein, il y a un temps de deuil, qui est un temps de lecture réfléchie, approfondie, de tous ceux qui franchissent les limites, ouvre grand l'espace de la pensée, de la réflexion. Ainsi, Gilles Deleuze, que je ne puis lire entièrement, mais dont j'aime qu'il écrive. Et elle cite, non pas faire ou imiter l'enfant, le fou, la femme, l'animal ou l'étranger, mais devenir tout cela pour inventer de nouvelles forces ou de nouvelles armes. Donc on voit bien l'idée, c'est un peu novateur, mais il m'a été difficile de cerner ce qu'elle voulait dire par Gilles Deleuze que je ne puis lire entièrement, mais dont j'aime qu'il écrive. Voilà. Alors pour avoir fait des émissions de philosophie, je sais qu'avec notamment M. Pierre Magnard, qu'il catégorisait Gilles Deleuze parmi les soutiers de la déconstruction, comme il le disait, mais il me disait en même temps, c'était un prince de l'esprit. Oui, alors je pense que Émilienne a cette modestie exquise, ça revient à 2 reprises dans le livre, c'est-à-dire que c'est une femme extrêmement cultivée, comme je disais à l'instant, c'est une lectrice fervente, mais quand elle ne comprend pas,
elle le dit. Elle a la modestie de ne pas le dire. Et je pense que cette citation, effectivement, qui est un petit peu obscure pour un non-philosophe ou une non-philosophe de Gilles Deleuze, sans doute les mots lui plaisent. Les sonorités lui plaisent. Plutôt dans ces rencontres, que je parlais de Louis Guillou à l'instant, elle m'a dit plusieurs fois, et elle l'a écrit, de Louis Guillou, causeur étincelant, j'aimais la conversation, mais, disait-elle, avec un tout petit peu, voilà, de désinvolture amusée, je ne comprenais pas toujours ce qu'il disait. Hein, mais... Je sais pas si ça répond à votre question, mais... Si, tout à fait. Ayons cette honnêteté de dire parfois que nous ne comprenons pas, tout simplement. Vous parliez des personnes rencontrées au cours de sa vie, des auteurs qu'elle a rencontrés, qu'elle a lus, et puis, il faut peut-être citer Jean Germain, l'éditeur. Voilà. Elle publiera toute sa vie chez le même éditeur, ce qui est quand même assez rare. Son éditeur, donc Jean Germain, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé qu'elle. C'est un monsieur qui n'est pas du tout, attaché à la Bretagne ou au Finistère au sens où il y vivrait, qui au contraire édite assez loin d'ici, surtout à cette époque-là où les moyens de transport étaient quand même en 1957 plus réduits que maintenant. Jean Germain donc reçoit donc de la part d'une auteure qui était bien connue à ce moment-là en Finistère, qui s'appelait Léontine Drapier-Cadec, assez attachée, que les anciens Brestois apprécient. Il reçoit donc une liasse de poèmes signés donc de cette jeune inconnue qui a 32 ans, Émilienne Kerrouas. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jean Germain est suffisamment novateur pour publier les grands poètes de son temps, mais ce sont tous des hommes. Et pratiquement tous s'appellent Jean. Hein, Jean Rousselot, Jean Quérol, Jean Germain lui-même. Voilà, il n'y en a qu'un qui s'appelle Michel, c'est Michel Manol, qui a été le biographe de René Guicadou. Et là, il reçoit donc les poèmes passionnément modernes, parce qu'on n'en a pas parlé de cela, mais l'écriture d'Émilienne est tout sauf traditionnelle, elle est tout sauf mièvre, ce n'est pas une poésie, scolaire, ce n'est pas non plus une poésie qui va tirer sa moelle du surréalisme, c'est vraiment une voix propre. C'est une voix lyrique d'une certaine manière, mais ce n'est pas non plus un lyrisme qui va se perdre dans quelque chose qui serait outrancier, c'est toujours une parole juste, c'est toujours une parole mesurée, et Jean Germain, effectivement, va avoir un coup de foudre littéraire au moins pour cette jeune poète, et il va jusqu'au soir de sa vie l'éditer. Tous les premiers recueils d'Émilienne Kerrouas, ceux des années 50, ceux des années 60 et du début des années 70, donc sont édités à ses éditions. Alors peut-être pouvons-nous justement à ce point-là de l'émission en lire au moins quelques vers que vous rapportez dans cet ouvrage. Est-ce que l'un de vous accepterait de lire quelques vers? Aïcha peut-être? Pendant qu'Aïcha se prépare, je vais lire non pas des vers, mais en fait une prose qui me semble être en soi autant de la poésie que toute poésie. C'est quand Émilienne écrit, parlant de ses plages d'enfance près de Kerlouan et de Brignogan, Plounéour 13, je sais la route poudreuse aux cailloux blancs que nous suivions, nous, une bande d'enfants, parcourant les 2 kilomètres qui nous séparaient de la mer. Nous étions éperdus de bleu. Notre silence concentré subissait le bleu de la mer, demandait le bleu de la mer, promis, mais non encore livré. Et dans l'eau translucide et tiède, penchée, nous cherchions les 2 yeux brillants et mystérieux qui dénonçaient la coque. Le silence, la solitude, m'étaient de bonheur devenus nécessaires. Et profitant des marées basses, je m'échappais vers le large. La bande d'enfants aussitôt me suivait. Feignant d'être arrivé au but que je m'étais proposé, puis leur surveillance déjouée, je repartais. Ils se lassaient bientôt de me poursuivre. Lorsque je revenais, les yeux agrandis d'une joie sauvage, ma mère me grondait. Mais que pouvait-elle contre cette vibration en moi d'un doux rire intérieur? J'ai choisi d'être à la confluence des routes, celles qui mènent à la mer, celles qui mènent aux terres, abreuvées de soleil, celles qui mènent aux mares silencieuses où personne ne va. Je choisis d'être à la confluence des couleurs, dans la chatoyance du prisme. Je choisis d'être à la confluence des visages, levés vers la clarté, au point où s'enfle le fleuve de lumière, où la douceur humaine, sevrée de la douleur, palpite comme un pouls. Ô confluence heureuse de la sève et du songe, où la brume s'emperle des roses de l'été, où les tiges vivantes emprisonnent un visage, dans la douceur des blés,
où les fruits sur la table ont le goût de ma vie, casanière et errante, aux liserés de ciel. Aïcha, quelle a été votre réaction quand Alain Gabriel Monnot vous a proposé, demandé, ou peut-être supplié de travailler avec lui sur le livre de cette poète? Et est-ce que déjà la poésie, vous êtes dit, ça va être soit je connais déjà, peut-être avec Frère Gilles, soit vous êtes dit encore, ou vous êtes dit, il va falloir que je creuse? Pour ce qui est de la poésie, je vis dans un monde de poésie. Je ne vis que pour la poésie, à travers la poésie, donc c'était pour moi une évidence et un enchantement de découvrir Émilienne à travers Alain Gabriel. Et au contraire, j'étais vraiment ravie. Et puis d'oser aller sur des chemins d'une personne que je n'ai pas connue personnellement. Habituellement, je travaille avec frère Gilles Baudry et nous sommes vraiment en connivence, en permanence, voilà, on travaille ensemble en résonance. Et là, évidemment, je travaille avec Alain Gabriel, mais on travaillait sur Émilienne que je devais imaginer. Donc c'était un petit peu pour moi une crainte de trahir ce qu'elle était vraiment. Donc j'y allais vraiment sur la pointe des pieds. J'ai voulu d'abord montrer mes premières photos, mon premier travail à Alain Gabriel pour voir si j'allais dans la bonne direction, si j'avais bien compris sa poésie, ses inspirations. Et puis voilà, et finalement il semblerait que j'allais à peu près dans le bon sens. Et c'est plutôt ça ma crainte. Et surtout de par nos futurs lecteurs qui l'ont connu aussi, parce que quand on connaît une personne, on a une image d'elle, mais d'autres ont une autre image. On est plusieurs. Si un jour on parle de vous dans le futur, je pourrais demander à plein de personnes, j'aurais plusieurs échos, plusieurs résonances, voilà. Et donc, je voulais que toutes ces personnes, ces futurs lecteurs, retrouvent Émilienne à travers les photos et qu'ils se l'approprient d'une manière universelle. Voilà, c'était plutôt ça ma crainte. Je peux me permettre de prendre la parole pour dire que Aïcha a compris de manière remarquable et immédiate qui était cette poète, effectivement, qu'elle n'avait pas connue, qu'elle avait frôlé parfois, parce que Émilienne fréquentait beaucoup la presqu'île de Crozon, et tout particulièrement Landévennec. Elle était proche, elle aussi, de frère Gilles. Donc Aïcha n'avait pas eu l'occasion de la rencontrer, mais très vite, en allant d'abord, je crois, au bord du rivage de la Manche, sur les plages de Brignogan et de Kerlouan, puis en revenant vers les monts d'Arrée, qui étaient vraiment la terre à bonheur d'Émilienne pendant 7 ans. Puis ça paraît de toutes petites échelles, mais ce sont des lieux très différents. Quand la famille Kerwas a quitté en 1957 le village de Saint-Cadou pour se rendre dans la petite ville de Daoulas, c'est un changement de vie complet. La carrière des instituteurs et des institutrices de cette génération est vraiment une carrière en 3 tiers. C'est-à-dire qu'on est d'abord dans quelque chose qui est à peine plus grand qu'un hameau. On est loin de tout et de tous. C'est le cas de la famille Kerwas, donc qui entre 50 et 57 tient donc la maison d'école de Saint-Cadou. Ensuite, on est dans une petite ville intermédiaire, en l'occurrence ici Daoulas. Et puis ensuite, on vient donc terminer sa carrière, faire le 3e et dernier tiers de sa carrière dans une école importante de ville, à Brest pour les nordistes, à Quimper pour les sudistes. Donc la famille Kerwas, de ce point de vue-là, a suivi un parcours qui est littéralement académique et sans originalité aucune. Ce qui rend en revanche ce parcours très original, ce double parcours très original, c'est que, ne se contentant pas d'être enseignant, ce couple excelle chacun donc dans sa partie. Émilienne, on l'a vu donc pour la littérature et la poésie en particulier. Son mari Jacques, visionnaire dans un autre genre, dans un autre style, mais tout aussi fervent qu'elle de la mer. Il est vraiment le créateur des classes de mer. Il y a maintenant donc une 60aine d'années de ça. Je crois que la première classe de mer, les premières fondations d'une classe de mer sont faites par lui et quelques amis, mais c'est son nom qui revient, qu'on retient, à Moulin-Mer, donc en Logonnet d'Aoulas en 1964. Je crois que vous avez mis le mot tout à l'heure, Aïcha, sur quelque chose de très important pour elle. Pour terminer peut-être notre conversation sur son sujet, déjà on peut citer l'épilogue, parce que ce livre et ses photographies, ces lignes sont pour elle, et convaincue sans doute à l'égal de Saint-Exupéry
que le seul véritable luxe de l'existence était celui des relations humaines, elle a écouté autant qu'elle a parlé et écrit, engrangeant donc de belles rencontres. Ça me fait penser à une émission récemment réalisée avec un philosophe âgé, 103 ans, André Jacob, à Paris, qui me disait que, arrivé au terme de cette vie, lui qui a une bonne partie de sa vie travaillé sur le langage, par rapport à la philosophie, il me disait que le plus beau mot de langue française pour lui était le mot relation. Alors, est-ce que dans ce travail d'écriture pour vous, Alain Gabriel Monod, et ce travail de photographie pour ce livre, Aïcha, vous êtes-vous mis à l'écoute, soit de cette poète, de ceux qui l'ont connue, comme à l'écoute des paysages qu'elle a arpentés, où elle a pris plaisir à s'émouvoir de cette beauté, pour les écrire, ces lignes, et prendre ces photographies? C'est exactement cela, c'est une rencontre avec les paysages, une rencontre avec les mots, une rencontre avec l'âme d'Émilienne qui est partout. Et c'est cette rencontre qui nous unit tous. Pour moi, ce sont les rencontres qui nous façonnent, qui nous ouvrent au monde et qui nous révèlent. Et la rencontre avec Alain Gabriel en fait partie. Nous étions ensemble sur le chemin d'Émilienne. Voilà, et maintenant c'est une rencontre qu'on propose avec les lecteurs et ça continue. La dimension humaine est formidable et les paysages nous habitent en permanence. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on a fait vraiment un travail à quatre. Il y avait Émilienne partout là, par ses textes, par la présence qu'elle nous laissait. Je dis dans le prologue du livre qu'au cimetière du Fou, elle fait semblant d'être morte. Il y avait bien entendu Aïcha et ses photos qui sont, comme je disais tout à l'heure, absolument remarquables. Mais je ne voudrais pas que l'on oublie notre éditeur. Parce que, bien entendu, pour écrire un livre, il faut une photographe, il faut un auteur, et puis si on a choisi d'écrire la vie de quelqu'un, il faut que cette personne soit très présente dans le livre. Mais tout ça ne serait qu'une liasse de photos et de feuilles si on n'avait pas un éditeur extrêmement scrupuleux, extrêmement soigneux, extrêmement discret aussi, pour mettre tout cela en musique. Et notre livre n'a pas été un livre rapide, et ce n'est aucunement un défaut. C'est un livre qui a été justement extrêmement travaillé, d'abord par nous, puis par notre éditeur, qui vraiment a pensé la mise en page, la typographie, l'alliance des photographies et des textes. Travail d'autant plus difficile à faire, puisqu'il y avait, d'une certaine manière, 3 voix, VOX, dans ce texte. La voix des photographies, la voix des poèmes d'Émilienne, et la voix du commentateur. Est-ce que pour terminer, nous pourrions peut-être laisser finir cette émission pour les auditeurs avec quelques mots chemin d'Émilienne. Si Alain Gabriel ou Aïcha souhaite le lire, j'ai noté notamment le passage, page 57. Écoutons Émilienne comme en parfait écho. Alors cet écho, c'est celui aux paroles de son mari, qui, donc fondateur des classes de mer, vénérait les paysages maritimes finistériens. Émilienne donc en écho: je suis née en Bretagne de parents bretons. Je ne l'ai guère quitté, sinon pour quelques voyages trop brefs. Mes rapports les plus intenses et les plus amoureux ont été avec le vent, la mer, la terre de mon pays, et ce feu qui brûlait en moi dans ma rencontre avec les éléments. Malgré mon ignorance des contes, de l'histoire de mon pays, j'en suis tout imprégné. Les monts d'Arrée, la côte du pays Léonard, en particulier à Kerlouan, sont mes lieux sacrés. Vivre loin de la mer me serait insupportable. Si pendant un long moment je ne l'ai plus comme compagne, je vais mal. Je peux dire comme Rainer Maria Rilke: quand mes pensées sont anxieuses, agitées, je vais au bord de la mer. La mer les étouffe et les envoie loin avec ses grands sons larges, les purifie par son bruit et impose un rythme sur tout ce qui, en moi, est désorienté et confus.